Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer au principal défi de la vie qui consiste à alléger 4 traumatismes que tout le monde est appelé à vivre. En songeant aux lois d'échelle qui garantissent à tous les niveaux de l'univers la victoire de l'harmonie sur le chaos, je me dis que le défi de la vie sera de pouvoir en faire de même, c'est-à-dire de mettre de l'harmonie là où nos traumatismes risqueraient de semer le chaos. Il faut alors consentir à se désencombrer, à remettre de la lumière dans nos obscurités. Quelles sont les plus courantes ? Les nommer peut nous aider à mieux avancer, à mieux profiter de ce partenariat singulier avec l'univers. Nous aurions même tout intérêt, tout avantage à nouer avec la source des liens profonds, un rapport de confiance et de complicité pour qu'elle puisse nous guider vers la sérénité, vers un partenariat constructif. Et avec elle, grâce à elle et par elle, nous pourrions ainsi corriger en les revisitant 4 traumatismes incontournables. Le premier trauma est lié tout bêtement à un passage obligé, celui de la naissance. Même naturelle et sans complications particulières, la naissance est en réalité d'une grande violence, car le bébé encore immature doit passer d'un environnement douillet, bercé par le liquide amniotique et protégé par le placenta, à un environnement bruyant, hostile et totalement stressant. Tout est changé, plus rien ne sera dorénavant comme avant. L'enfant devra chercher tant bien que mal dans le monde un apaisement, une sécurité. Certains parviendront à grand-peine en les recherchant parfois toute leur vie. D'autres trouveront plus facilement des moments de bien-être. Cela explique, cela dit nos côtés cigales ou fourmis, extravertis ou introvertis, sociables ou individualiste, confiant ou méfiant, optimiste ou pessimiste par exemple. C'est le premier défi, le premier trauma de la vie que nous sommes invités à retravailler. Deuxième trauma vital, les 5 blessures émotionnelles héritées de l'enfance. Ces blessures de la prime enfance sont une réalité. Elles nous ont poussés à trouver des réponses et des parades qui ont évolué au fil du temps, bien entendu, et au fil des circonstances aussi. Nous en gardons toutefois des traces plus ou moins conscientes des mécanismes de protection et de défense. Ce sont des automatismes, mais aussi des traumatismes. Il y a principalement la blessure du rejet qui fait adopter un comportement discret, effacé, secret, sage, renfermé ou furtif. Dans la blessure d'abandon, la personne joue le rôle de la victime en quête de soutien. Elle en fait trop pour se rendre indispensable ou alors s'impose des responsabilités et veut en faire plus qu'elle ne devrait. Elle est donc en attente de compliments. La blessure d'humiliation conduit au masochisme. La personne trouve plaisir à souffrir. Elle cherche à revivre inconsciemment des situations dégradantes, abaissantes ou vexantes. La blessure de trahison est liée à la souffrance de liens rompus qui génère de l'angoisse de l'abandon notamment. La personne craint cela, elle se montre méfiante, sceptique, autoritaire, sur ses gardes. Elle peut même devenir agressive
si ça ne va pas comme elle veut. Et enfin, la blessure de l'injustice conduit à la rigidité. La personne ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Ce sont les autres qui sont injustes, bien évidemment. Il s'agira de relever ces défis et d'autres encore, tout aussi incontournables et prenants dans notre vie quotidienne. Cela nous amène au troisième défi majeur, celui de la mort qui nous menace et nous limite quotidiennement. Pour le philosophe Martin Heidegger, l'être pour la mort est notre réalité incontournable. Exister, c'est être constamment impliqué dans un affairement, c'est-à-dire une projection vers le futur. Toutefois, ce mouvement de se projeter n'est pas infini. Il rencontre sa limite propre avec la mort, qui est la possibilité de l'impossibilité, et cette mort constitue la limite toujours imminente, constamment présente dans tout projet de l'être au monde. Une limite indépassable, une limite que nous tentons de fuir, en tous les cas, de dépasser ou de canaliser sans pouvoir y arriver vraiment, car dans la mort, la réalité humaine n'est pas achevée ni simplement évanouie, ni moins encore définitivement apprêtée ou complètement disponible comme un ustensile. Elle est l'inconnu et l'inconnaissable. Et pourtant là, dès qu'un humain vient à la vie, déjà il est assez vieux pour mourir. Elle suscite donc la crainte de ce rien, l'angoisse de ce nulle part. Elle nous fait prendre conscience que l'existence est absurde, c'est-à-dire privée d'un sens évident. Rien ne peut être défini comme suffisamment acceptable. L'humain, dès lors, fuit cette angoisse tout en voulant l'oublier. Accessoirement, c'est cette peur du vide et du néant qui nous pousse à vouloir sécuriser ce qui peut l'être, qui attise notre soif de sécurité, de confort, de pouvoir, de gloire, de richesse et de jouissance, une soif à canaliser sous peine d'en devenir esclave. C'est le défi de la mort et du néant, qui nous conduit à un défi semblable au quatrième défi majeur, celui lié à l'inconnaissable. Le réel, jamais nous ne le connaîtrons. Jamais, s'est écrié Albert Einstein, en apprenant que nous modifions le réel simplement en l'observant. L'objectivité est donc une construction, un consensus humain. En réalité, et dans notre vie, tout est relatif, subjectif, personnel et fictif. Nous encodons le monde, la réalité, à travers des filtres constitués par les souvenirs dominants de nos vécus que nous confrontons automatiquement sans même nous en rendre compte à ce qui se présente dans le moment présent dans notre vie quotidienne. Nous vivons ainsi dans un passé présent totalement subjectif, réactualisé en permanence, un passé présent constitué principalement de nos souvenirs les plus heureux, les plus forts, les plus dominants, et de nos souvenirs les moins épanouis, qui servent de mesure, de jauge face à tout ce qui se présente à nous. Ces états vibratoires, ressentis comme plaisants ou déplaisants, se répercutent donc dans la mémoire de l'espace-temps et dans celle liée à notre planète, appelée aussi la mémoire morphogénétique, notre inconscient collectif en somme. Cela se fait par la conscience universelle
qui émergent des échanges permanents d'informations, des feedbacks avec la mémoire de l'univers. C'est ainsi, par ce biais, que nous créons, nous attirons et repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie quotidienne. Y être attentif permet de l'orienter, au lieu d'en subir les conséquences. C'est là encore un défi à relever, une invitation claire et précise à se désencombrer, à ne pas suivre nos peurs, nos croyances erronées, nos culpabilités, ce qui mène au chaos. Si par notre âme, par la conscience universelle, si par ce moyen-là émergent les échanges d'informations et les rétroactions avec l'univers, alors nous est donné ce pouvoir de création, ce pouvoir de se dégager, de se désencombrer en complicité avec l'univers. Alors il serait temps d'apprendre à en faire bon usage. Dans cette approche, la conscience universelle comme état vibratoire harmonieux ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission. Elle n'a rien à voir avec la haine, la peur, la violence ou l'esclavage. Elle ne saurait nous pousser à la guerre, au martyre ou au sacrifice. Elle veut seulement, sous la forme humaine, faire l'expérience de son merveilleux pouvoir créateur à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est subjectif, mais tout est relié, relayé, interconnecté, unifié et potentiellement pacifié si nous en faisons le choix, si nous en faisons la demande. Il y aurait principalement ce qui éloigne, disperse le non-amour en somme d'un côté, et ce qui rapproche, unit, unifie, aime de l'autre. Et si tout est interdépendant, interconnecté, notre état vibratoire sera aussi en lien avec l'univers, les autres ou notre environnement immédiat. Nous avons ainsi le pouvoir de préférer la lumière à l'obscurité, l'harmonie au chaos. Et c'est à mon humble avis le fondement de la spiritualité moderne qui nous encourage à privilégier l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qui en seront des expressions concrètes, reliées dans la matrice de l'univers, qui pourra même mettre ensemble les énergies semblables, les mettre en synergie et repousser les énergies chaotiques incompatibles. Il serait temps de renouer avec une complicité empathique avec l'univers, de nous y exercer en somme avec joie et reconnaissance, en sachant que chacune et chacun est l'univers faisant l'expérience de la vie biologique sur Terre. Cela devrait suffire à nous éloigner de la fascination pour la force et l'imposition, de la procrastination et de la paresse, de la rigidité et de l'intolérance, de la dette imposée et du chantage affectif, de la volonté d'en faire toujours trop, de se vouloir à part et original, de faire étalage de ses connaissances, de chercher le salut dans l'action collective ou dans la recherche des plaisirs. Cela devrait nous permettre d'articuler sereinement nos capacités individuelles d'abord et collectives aussi, en les mettant au service du bien commun, dans une création continue, choisie et assumée, orientée vers l'amour, comme l'équilibre à viser en toutes circonstances, le juste équilibre, la juste mesure à préférer. Nous le pouvons, car nous savons d'expérience que l'univers va relayer nos choix et nos préférences en les assemblant à des énergies semblables, ce qui va aussi tenir à distance, éloigner les énergies chaotiques dissemblables et contribuer ainsi à mieux orienter notre vie. Cela nous conduit
à vivre beaucoup mieux en harmonie avec l'univers, en lien, en complicité, en confiance avec la source, surtout si nous comprenons et ressentons que tout ce que nous sommes et avons été demeurera vivant, sans doute à jamais, dans la mémoire de l'espace-temps. C'est le défi que l'univers nous invite à relever avec lui.